J'espère qu'on ne fait pas l'apologie à un coup d'État du côté de la, du côté de la Côte d'Ivoire. Nous n'appelons pas et nous ne ferons jamais l'apologie à un coup d'État. Nous les constatons et nous les commentons sans toutefois les convoquer. Bertrand, je retrouve sur cette épineuse question. Alors, la question du timing, est-ce qu'elle a lieu d'être? Pourquoi cette sortie? Son ouvrage, ils savent que je sais tout, est pourtant disponible. Pourquoi lui accorder cette interview aujourd'hui? Vous savez, Fabrice, vous posez une question, je ne sais pas. C'est le lieu pour moi de parler plus ou moins aux Africains. La question, la Côte d'Ivoire, pourquoi la France n'a-t-elle jamais voulu de président Gbagbo? Nous l'avons décortiqué ici. Pratiquement pendant les 6 ans de détention du président Gbagbo, on va encore dire que je manque de modestie. Souvent, quand vous faites quelque chose de bien, il faut être fier de vous. Ce n'est pas un problème de modestie. C'est Afrique Média, pendant 6 ans, tous les jours. Il y avait des semaines, on le faisait 7 jours de la semaine, c'est-à-dire que de lundi à dimanche, on mettait en quelque sorte la problématique de la haie du président Gbagbo et de Blé Goudé ici. On y venait des fois de nos domiciles à pied, quand on avait des problèmes de voiture. On rentrait à pied à 23h, minuit, sous la pluie, pour déconstruire, pour expliquer que ces 2 messieurs qui sont là, ils n'ont rien fait, et que le président Gbagbo a gagné l'élection. Nous étions les premiers à expliquer que M. Ocampos, qui a mené cette affaire au début, c'était un homme d'affaires, ce n'était pas un magistrat, c'était un voyou. Nous sommes les premiers à le dire, expliquer. On va donner les noms des pays où il a eu affaire à faire. Il y a eu des comptes qui ont été ouverts. On va parler de Mme Bensouda, des relations avec son mari, de la naissance de la rébellion. Comment naît la rébellion? Comment commence la rébellion? Qui sous-traite la rébellion? On va le dire ici, pendant 6 ans. Mais, je répète et je le redis ici, on aurait aimé aussi un minimum d'amour, de reconnaissance. C'est d'autant embêtant parce que c'est pas ça qui nous guide. On l'a même souvent dit ici, que si le président Gbagbo nous avait fait dire et avait sorti un communiqué que ne me défendez pas, on allait lui dire, président, c'est pas vous qu'on défend. On défend une idée. Nous défendons un projet, une vision. Le projet que vous avez pour la Côte d'Ivoire, vos objectifs dans l'opposition, de faire un pays libre, démocratique, souverain, c'est ça que nous estimons que vous incarnez et qu'on défend. Votre personne, oui, vous êtes, mais ce n'est pas votre personne. Nous n'avons pas d'attachement aux personnes. On n'a pas de contrat avec des personnes. On l'a fait sans rien demander. La chaîne qui nous a prêté ses micros pour le faire, à la fin, les Africains nous ont rejoints en se disant, oui, il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on avait des victoires, on obtenait des victoires. Parce qu'au début, je ne vous dis pas ce que je recevais dans mon téléphone. Vous êtes qui? Les gens écrivaient des États-Unis. C'est un criminel, il a tué, il a violé, il a. On obtenait des victoires. Les gens regagnaient le combat jusqu'à son retour en Côte d'Ivoire. Moi, je vais le dire, je suis un membre du FPI. Que Ivoiriens croient que cette affaire, c'est... Je suis un membre du FPI. Je suis un militant du FPI. Je me considère comme un militant du FPI. On retrouve des similitudes dans certains domaines sur la vision de mon parti politique au Cameroun, le NNP et le FPI. Les questions de souveraineté, de patriotisme. Je ne suis pas content de ce qui se passe dans ma famille politique.
Notre famille politique est malade. Et quand nous venons ici le dimanche, on vient ici le dimanche pour discuter et se dire la vérité. On grandit quand on se dit la vérité. On ne grandit pas comme... Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire un ayatollah. Je ne crois pas qu'un jour je ferai allégeance à un ayatollah. Mais je crois en ce qu'incarnent les hommes. Et je suis loyal et fidèle. Quand quelqu'un incarne un idéal pour moi, qui est un idéal d'émancipation. Et surtout, dans nos discussions politiques, il me convainc. C'est un grand homme, le président Gbagbo. Sur le plan politique, il a ses faiblesses. Son entourage, les entourages. Il faut aussi dire qu'il n'y avait pas des saints dans son entourage. Il y avait des corrompus, il y avait des voyous, il y avait des mercenaires. On ne doit pas le dire. Parce que des Ivoiriens vont m'écrire « Monsieur Tatina, je ne suis pas d'accord avec vous, je vous dis plus bonjour. » Elle ne va pas, notre famille de FPI. Ils sont allés aux dernières élections générales, là, en Côte d'Ivoire. Fiasco. Pourtant, c'est la seule alternative de développement pour la Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez expliquer ça? Vous avez le projet lumineux pour le pays de la Côte d'Ivoire. Ça ne prend pas. Pourquoi? Bourgi ne m'apprend rien. Bourgi vous apprend, vous? La France-Afrique, c'est le sexe, c'est le sang, c'est le crime, c'est le pouvoir, c'est le pétrole, c'est la prostitution, c'est la corruption. Il n'était pas seul, Bourgi. Je vous donne quelques noms. Takedine, ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est des Bourgis. Jean-Pierre Cotte, ça vous dit quelque chose? C'est des Bourgis. Ça fait elf. Jean-Christophe Mitterrand, ça vous dit quelque chose? Alfred Sirven, ça vous dit quelque chose? Christine Devier-Joncourt, elle va écrire un livre, La putain de la République. Elle était la pute de la République. Mais elle faisait le travail de Bourgi, plus dans ce qu'on appelle les relations économico-pétrolières avec nos pays. C'était elle la femme à tout faire de Elf Aquitaine, qui était une entreprise publique, la plus grande entreprise française, et qui va financer ce que vous appelez la France-Afrique. Qui va financer la France-Afrique, qui va porter les chefs d'État au pouvoir, qui va en chasser certains en finançant les rébellions. Devier-Joncourt, elle va aller jusqu'à mettre dans son lit un président de conseil constitutionnel français, ministre des Affaires étrangères, ami d'enfance de François Mitterrand. Vous pouvez le faire, vous, facilement. Je ne prononce pas le nom de ce monsieur, paix à son âme. Elle va le mettre dans son lit, elle va le dire. J'étais une prostituée, une pute, je couchais avec tout le monde. Bourgi ne veut pas vous donner les noms avec de qui. Vous voulez aussi, d'ailleurs, Bourgi va plus loin. Il vous dit que c'est le premier tome de son mémoire. Il attend. Ceux qui vont brailler, ceux qui vont l'ouvrir, il va leur dire, attendez mon deuxième tome. Il va dire, Bourgi, c'est une ordure, une pourriture. Il ne m'apprend rien. Tout ce que vous savez, par décence pour le plateau, on ne veut pas sortir certains épisodes ici. Il y a pire que ça. Je dis, c'est le sexe. Vous voulez qu'on parle de la vie sexuelle de ceux qui ont incarné ou certains rescapés encore qui incarnent le pouvoir dans nos pays et leurs relations en France et même chez eux? La franc-maçonnerie. Aux Africains qui sont en train de nous donner des leçons en disant « Mais vraiment, il faut qu'on construise vos pays comme la France, il y a une justice. » Quand M. Bourgi a parlé là, dans un pays sérieux, un procureur ne se lèverait pas. Moi, j'ai vu quelques infractions. La corruption, le blanchiment d'argent, la violation de la loi au financement des partis politiques, la violation de la loi aux transactions financières, l'enrichissement personnel. Elle ne vous dit pas souvent, la France, que voilà les maladies vénériennes de vos pays. Le président du Sénat français, M. Larcher, il va demander, c'est-à-dire il va sortir de ses attributions parce que là-bas, les pouvoirs sont
entre guillemets, séparés. Et dit, mais il n'y a pas de procureur dans ce pays. C'est une première entreprise de Kilave de Bourgie. C'est-à-dire la France décide effectivement de faire une première communication via ces réseaux pour larver Bourgie. Quand vous parlez du problème de la Côte d'Ivoire, je reviens plus sur le problème de la crise ivoirienne. Mais Bourgie donne des choses qui m'intéressent, moi. À quel niveau? Concernant la Côte d'Ivoire. Bourgie explique qu'il a eu pression qui a été faite sur le président Gbagbo en présence de M. Devenu de Villepin de payer. Bourgie le dit. Et Bourgie affirme que le président Gbagbo va payer. Bourgie va plus loin et donne le montant. 3 millions de dollars ou 3 millions d'euros. On peut comprendre. D'ailleurs, le président Gbagbo le dit dans son livre. Donc Bourgie ne fait pas une déclaration fracassante. J'ai le livre du président Gbagbo. Il explique effectivement qu'il a été amené par des pressions, mais il explique. Quand vous avez les rapports de force qui ne sont pas de votre côté, vous pouvez ruser. Vous pouvez faire ce qu'on appelle le dos rond. Parce que vous pouvez laisser passer l'orage pour mieux vous organiser. Vous venez d'arriver au pouvoir, vous avez une forme de présence et de pression française qui font que vous pouvez jouer le jeu pour essayer de voir comment détruire cette affaire de l'intérieur. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va toujours être mon questionnement. Pourquoi l'État de Côte d'Ivoire avait signé les accords de Marcoussis? C'est Bourgie, moi, qui me donne l'explication. Je me suis toujours posé cette question. Je me suis dit, oui, il n'y avait pas de problème de rapport de force. Il y avait un problème de rapport de force. J'aurais préféré que le rapport de force fasse sauter le président Gbagbo du pouvoir, qu'il soit même assassiné au pouvoir, mais qu'il ne signe pas Marcoussis. Pourquoi? Ça a été un problème. Et je me suis toujours fait, moi, de me dire que mon ambition serait un jour de rencontrer le président Gbagbo. Je ne parle pas de son entourage. Le jour que j'aurai l'honneur d'être devant ce grand homme, je lui dirai, patriarche président, pourquoi vous avez signé les accords de Marcoussis? Qu'il m'explique. Peut-être a-t-il des choses qu'il ne peut pas dire. Peut-être peut-il pas expliquer. C'est toujours un acteur politique de la scène ivoirienne. Très certainement, il va à l'élection présidentielle l'année prochaine. Mais moi, je me dis... D'ailleurs, appelé à l'unité de l'opposition. Parce que moi, je crois que c'est la signature de cet accord qui fait ce que Sarkozy demande à Bourgie de faire dans le livre. De lui dire, Monsieur Bourgie, allez dans le bureau de Monsieur Guéant et vous dites au président Gbagbo de partir du pouvoir. De partir du pouvoir. Ça ne vous a pas interrogé? Or, que va faire la France et Dominique de Villepin? Une pourriture. Ils vont prendre la signature des accords de Marcoussis, ils vont aller au Conseil de sécurité en faire une résolution. Les accords de Marcoussis vont devenir, c'est-à-dire qu'une annexe du droit international. Or, les accords de Marcoussis étaient anticonstitutionnels. Donc, on va prendre une anticonstitutionnalité de la Constitution de Côte d'Ivoire, on va aller le revêtir d'un sceau de légalité et légitimité, on va en sortir un texte qui va donner cette force à Sarkozy, parce que quand vous dites à Sarkozy que vous êtes un criminel, ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire, que vous répond Sarkozy? Il dit, vous êtes sérieux? Vous osez me traiter de criminel, vous osez me parler, alors que tout ce que la France a fait était adossé sur une résolution du Conseil de sécurité. C'est là que ma famille politique dans le FPI a commencé à avoir des problèmes. L'histoire raconte que certaines personnes, peut-être pas les plus en vue dans le FPI, ont commencé à dire que non, on n'accepte pas ça. Par respect pour le chef. Ce n'est pas la signature de Gbagbo qui avait été sous la pente, c'était M. Afin-Guessan. Mais personne ne peut croire que M. Afin-Guessan a pris
un avion à Abidjan, s'est retrouvé à Paris et allé à Marcoussis et a signé. D'abord, il y avait 2 signatures, c'est-à-dire qu'il y avait 2, on parle souvent des accords de Marcoussis comme s'il y avait un accord, il y avait 2 accords de Marcoussis et paraphrasé les 2 signatures. Avec les Bédiers, toute la classe politique de Côte d'Ivoire. Vous voyez les génies de français? C'est-à-dire qu'ils font un coup d'État, ils violent le droit, ils sont des criminels, et comme le président Banda dit, ils essayent de se recycler. Que font-ils? Eh bien, ils trouvent une astuce pour recycler les criminels en acteurs politiques. C'est-à-dire que la France dit qu'elle va régler le problème, qu'elle va s'interposer, qu'elle reconnaît le pouvoir de M. Gbagbo. Elle endort ce camp, mais en fait, elle veut reconnaître de façon internationale les criminels de la rébellion comme étant des acteurs politiques qui ont signé des accords totalement anticonstitutionnels. D'ailleurs, ils seront inapplicables. C'est ça qui va faire Accra 1, Accra 2, Lomé. Ils vont faire le tour de l'Afrique parce qu'on va se rendre compte que ce n'est pas applicable, les accords de Marcoussis. Et le président Gbagbo lasse de ça. Par besoin de paix. Comment je vais dire que de mise un peu de paix dans le pays, va décider, oui, de faire accéder à l'élection présidentielle, à la candidature, les 2 candidats qui, pourtant, n'étaient pas éligibles pour être candidats à l'élection présidentielle. Et ça va donner le toupet à la France. À chaque fois que la France posait un acte, à chaque fois que la communauté internationale violait la souveraineté de la Côte d'Ivoire, elle expliquait, comme le veut les accords de Marcoussis, qui doivent être appliqués dans l'esprit et à la lettre. Je dis, c'est une ambition que j'ai de rencontrer le patriarche. Le jour qu'il viendra au Cameroun, le président Gbagbo, j'espère qu'il viendra un jour nous saluer. On espère qu'il viendra un jour nous saluer. C'est souvent mieux de saluer notre père et le patriarche que ceux qui sont envoyés. Ceux qui sont envoyés le représentent, oui, mais il peut venir au Cameroun. C'est pas plus de 3 heures de vol. Il est patron d'un parti politique. Il a un peu de temps. Ce serait bien. Les élections, c'est en 2025. Ça ne sera pas facile. Parce que moi, je crois que M. Alassane Ouattara sera encore candidat. Il travaille là-bas à des coalitions. M. Bourgi travaille pour dire, eh bien, la France travaille pour recycler M. Bourgi, laver M. Bourgi de tout soupçon et pouvoir faire naviguer M. Bourgi en Afrique aujourd'hui comme un homme neuf. C'est quoi la morale de l'histoire? C'est une émission spéciale qu'il faudra qu'on fasse sur cette affaire. Quand vous faites la première morale de cette histoire, j'essaie de nous, c'est que les Africains n'ont pas toujours tiré les leçons de la crise ivoirienne et de toute la vie criminelle qu'a menée Bourgi en Afrique. Il y a au moment où nous parlons encore des chefs d'État qui travaillent avec Bourgi. Et il y a encore des opposants qui vont chercher tout faire pour avoir le numéro de téléphone de M. Bourgi pour que l'entre-gens de M. Bourgi puisse les soutenir pour qu'ils accèdent au pouvoir. Parce que quand j'ai vu ça, les Africains rient, oh, ce n'est pas vrai. C'est le livre le plus jeune ami qui m'a dit, écoute Bertrand, je te l'envoie. Il a commandé Amazon en France. Il me dit, Bertrand, Amazon a dit qu'on te livre dans 1 mois. Ce livre va battre tous les records de vente. 90% de ceux qui vont acheter ce torchon seront les Africains. Et ils vont lire cette histoire et ils vont dire oh, les chefs d'État africains sont des pourris, ce sont des ordures, ce sont des pourris. Leur première réaction seront cette histoire, seront véritablement de le dire, sans véritablement faire une forme d'analyse et expliquer que quand vous êtes le tuteur d'une jeune fille et vous la violez, vous avez des circonstances aggravantes parce que vous avez tous les moyens de pression sur elle pour arriver à votre fin. Et quand on voit la façon dont on s'est arrivé au pouvoir, nos États, qui n'avaient pas d'armée, qui n'avaient pas d'administration, qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de personnel, qui n'avaient rien du tout, qui sortaient d'un siècle de colonisation, après avoir eu la traite négrière, on peut comprendre que certains chefs d'État, c'est-à-dire, dans ce contexte-là, je ne parle pas de 2024 où nous avons les réseaux sociaux, on peut comprendre que certains chefs d'État-là ont cédé à la pression française via des ordures comme
comme les bourgies, des ordures comme les bourgies. Voilà pourquoi moi, quand je lis cette histoire-là, oui, ils ont fauté, ils ont donné. Je ne suis pas content contre le patriarche Gbagbo qui a donné 3 millions d'euros. Je ne suis pas content. J'ai dit, patriarche, on sait dans quelles conditions vous êtes arrivé au pouvoir. Les Ivoiriens se seraient mis, comment je vais dire, autour de vous. C'est-à-dire, comme ils ont résisté quand monsieur Jacques Chirac veut vous faire tomber. À l'époque, Blé Goudé, général de la rue. Ce sont les Ivoiriens qui défendent le président Gbagbo. Il l'aurait fait. Parce que c'est un général putschiste, un petit voyou qui a battu à l'élection présidentielle qui n'a pas voulu partir. Vous avez dit, c'est moi le président de la Côte d'Ivoire. Les rapports de force sur le terrain ont changé. Une partie de ces militaires vous ont fait allégeance. Il était obligé de vous donner le pouvoir. Oui, on peut comprendre cette histoire-là. Mais en même temps, première leçon, les Africains continuent encore de travailler et recherchent une leçon de bourgeois. Deuxième des choses, c'est des systèmes mis au sortir de la colonisation qui permettent à des bourgeois de naviguer. C'est pour ça que nous expliquons que quand il y a des alternances dans des pays et que des systèmes france-africains ne changent pas, qu'est-ce que vous voulez? Parce que Bourgi prend sa retraite, il sort un livre, il va se faire 3, 4, 5, 6 millions d'euros de droits d'auteur, mais derrière les Bourgi, il y a les De Viejoncourt. Il y a des Patricia Balbe. On l'annonce au Cameroun, Patricia Balbe. Tout comme Nicolas Sarkozy. Mais M. Sarkozy vient avec elle. Qui est Patricia Balbe? Mais c'est Bourgi au féminin. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle dit qu'elle est communicante. Elle est communicante de quoi? Eh bien, pourquoi vient-elle? Parce qu'il y a élection présidentielle en 2025. Et vous croyez qu'elle veut gagner de l'argent? Et elle est prête à tout pour gagner de l'argent. Elle est prête à faire ce que Mme Desviers-Joncourt faisait pour gagner de l'argent. Et qui l'amène au Cameroun? Qui amène Patricia Balbe au Cameroun? Qui a discuté l'entre-gens de la négociation pour même que ce monsieur puisse, c'est-à-dire que oser rencontrer le président du Cameroun, qu'il l'avait effectivement mis sur la liste qu'il allait relativement détruire? C'est quelqu'un qui est proche du président et qui rêve que effectivement la France, j'arrange mes relations en France, mes soutiens en France. D'ailleurs, j'ai travaillé en France, je peux être soutenu par la France au cas où. Donc, si les systèmes ne sont pas radicalement changés, vous aurez toujours des bourgeois français qui vont nager relativement comme, en quelque sorte, des poissons dans l'eau. Enfin, 2 mots. Nous, aujourd'hui, les panafricanistes, nous avons la puissance et l'influence de faire à ce que des pourritures comme les bourgeois n'interfèrent pas dans nos affaires et n'entrent pas dans nos palais présidentiels. Il ne faut pas négliger les panafricanistes. Et c'est pour ça que je lance un appel à tous les peuples panafricanistes. Si un bourgeois, un clone de Bourgi, une ressemblance de Bourgi dans un palais présidentiel, eh bien, le peuple panafricaniste, notamment ici, en matière communicationnelle, eh bien, on fera la fête de ce monsieur et même du chef de l'État qui le reçoit. Merci.